Déjà recomposer la confiance dans l'État, il faut recomposer la confiance entre la société et l'État, il faut recomposer la confiance au sein même de la société ivoirienne. Vous voyez, ça fait beaucoup de chantiers à la fois. Maintenant, vu l'intensité de la crise, on peut comprendre que cette société a besoin de temps, a besoin d'un peu plus de temps. Ce n'est pas au bout de 2 ans et demi, de 3 ans qu'on va faire le bilan de plus de 10 ans de crise sociale et politique. Alors, vous venez d'écouter donc professeur Akindès, la réconciliation qui marque le pas. Vous pensez que ça peut freiner aussi les actions de développement? Oui, je pense que le professeur Akindès a entièrement raison. Je pense que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. C'est vrai que ces questions prennent du temps, mais je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant, il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'une Côte d'Ivoire qui a tous ses fils réunis, une Côte d'Ivoire qui se donne la main, a beaucoup plus de chances d'avancer vers son développement qu'une Côte d'Ivoire divisée. Je pense que c'est une évidence. Ceci dit, c'est difficile parce que je pense que les plaies étaient profondes. C'est difficile parce que c'est encore peut-être tendu au niveau politique dans certains cas. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant. Et je suis de l'avis de certains qui dit que plus on va répondre aux préoccupations sociales des populations, plus on sera en mesure de les aider à se réconcilier. Vous savez, il y a eu des zones qui ont été détruites par la guerre. Il y a eu des écoles qui ont été brûlées, il y a eu des bâtiments administratifs qui ont été saccagés, etc. Donc, demander aux populations dans ces zones-là de se tendre la main sans apporter une réponse, sans apporter des compensations, des réparations à ces populations, c'est un peu difficile. Donc, l'agenda de la réconciliation est un agenda qu'on ne peut pas dissocier de l'agenda du développement. Ça, c'est vraiment ma pensée et je pense que le gouvernement est assez conscient de ça. Je pense que la CDVR fait un travail difficile, mais un travail louable. Je pense qu'il faut l'encourager, il faut le renforcer. Mais la réconciliation, c'est le travail de tous. Ce n'est pas le travail d'une structure ou le travail d'un ministère. C'est le travail de tous, chacun à son niveau, dans son cas, dans son école, au lieu de travail. Je pense qu'il faut des gestes qui apaisent, il faut un discours qui apaise, il faut aller vers l'autre, il faut tendre la main. Et je pense que c'est comme ça. Et vous, M. Madanital, vous partez à un moment où le pays est en pleine action, où on a besoin de tout le monde, de tous nos amis. C'est un ami que nous perdons. Un ami qui a contribué à réaliser beaucoup de choses. Écoutez, moi je pense que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi je suis resté ici 5 ans. Les hommes bougent, les institutions restent. Je pense que la Banque mondiale mettra en face de la Côte d'Ivoire toujours des cadres compétents, méritants pour vous aider à leur façon. Et je pense que c'est la vie, personne n'est indispensable. Moi j'ai fait ma part, comme beaucoup, et je pense que la lutte continue, comme on dit. Et moi, comment vous avez passé ce moment, ces années difficiles que vous avez vécues avec nous? Bon, je pense que c'était une période, en tout cas pour moi, ça a été un privilège d'être associé, en tout cas, à l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant cette période. Je pense que ça a été une période difficile par moments, mais l'espoir suscité au lendemain, je pense, de la crise post-électorale, je pense, nous a donné à nous tous de l'énergie et de la conviction, en tout cas, pour dire, voilà, nous voulons faire partie, en tout cas, de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour redonner espoir. Et c'est pour cela, on sait qu'au plus fort de la crise, vous avez refusé un poste à Washington pour revenir, pour rester en Côte d'Ivoire. Pourquoi cet attachement à la Côte d'Ivoire? Écoutez, bon, moi je l'ai dit, je ne veux pas... Alors que je pense que quelqu'un d'autre n'aurait pas hésité à saisir cette opportunité. Bon, je ne veux pas trop perdre le débat, il ne s'agit pas de moi, mais c'est clair que quand il y a eu la crise post-électorale, effectivement, nous avons été tous affectés au niveau du bureau de Dakar pour attendre que la situation se règle, et ça prenait du temps, et c'est vrai qu'on m'a fait des propositions et j'ai failli perdre d'ailleurs une partie de mon staff qui commençait à se décourager, mais nous avons su mobiliser, garder pour que tout le monde revienne à Abidjan, et donc après les 6 mois nous sommes revenus, nous nous sommes mobilisés parce que pour nous il était important d'achever la mission que nous avons commencée, parce qu'encore une fois nous avons cru au potentiel de ce pays. Moi intimement, très profondément, je savais que la Côte d'Ivoire allait se relever,
que c'était une question de temps, mais je savais que la Côte d'Ivoire allait se relever parce qu'elle a les hommes, elle a les ressources. Et bon, je pense que ce pays est aussi béni des dieux, comme on dit, et je ne suis pas, en tout cas, mécontent d'avoir fait ce choix. Vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, qu'un de vos regrets, c'est de n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer le président Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai. Mon premier séjour officiel en Côte d'Ivoire, donc, comme je l'ai dit tantôt, date de 1992, donc du vivant du président Houphouët. Le président Ouattara était à l'époque Premier ministre, Kablan Duncan était ministre des Finances. Donc j'ai eu beaucoup travaillé avec lui, avec des gens comme Lambert Kwasi-Kona, qui était ministre de l'Agriculture. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu effectivement l'occasion de rencontrer le président Houphouët, que moi je considère depuis mon très jeune âge vraiment comme un président qui a été un visionnaire pour son pays, qui était ambitieux pour son pays. Je dis il y a deux présidents en Afrique, il y a Bourguiba et il y a Houphouët, qui ont vraiment contribué à très rapidement mettre leur pays sur les sentiers du développement en mettant l'accent sur les infrastructures. Et ça, pour moi, c'est vraiment deux secteurs importants qui sont les points de départ pour tout le reste. Houphouët a fait des routes partout. Je me rappelle, en 93, on pouvait aller à Daloa, Gagnoa, Odjéné, Korogo, Féréké. Partout, on était sur du bitume. Partout, il y avait un hôtel correct. Partout, on avait un minimum de services. Il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité. Et malheureusement, les 10 ou 15 années de crise ont fait reculer ce pays, mais je suis confiant par rapport au futur. Monsieur Madani Talma, je ne connais pas votre âge, mais je vous regarde, je sais que vous êtes jeune, vous avez accumulé beaucoup d'expérience, vous n'allez pas me dire que vous allez à la retraite avec ça, vous n'allez pas vous asseoir à Bamako ou à Washington ou croiser les bras. Qu'est-ce que vous allez faire? À quoi allez-vous consacrer votre temps? Écoutez, c'est une décision en tout cas que j'ai eu le temps de mûrir largement. Je pense que je suis resté à la Banque mondiale 25 ans. Je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose et surtout de passer un peu plus de temps avec mes enfants, à qui je n'ai pas pu consacrer tout le temps souhaité du fait de mes fonctions. Donc c'est un peu pour ça. Et puis je me dis qu'il y a aussi d'autres façons d'aider son pays, son continent, d'être utile à la société. Et donc, je trouverai certainement le moyen de vous êtes malien, le pays aussi est en pleine reconstruction. On a besoin de toutes les compétences. On a entendu votre nom aussi comme pour un Premier ministre. Maintenant que vous êtes libéré, peut-être une piste sérieuse aussi. Écoutez, j'ai peut-être beaucoup de qualités, mais je n'ai pas la qualité d'être un bon politicien, donc j'essaye de... Un Premier ministre n'est pas forcément un politicien, c'est un technocrate. Non, je pense qu'au Mali, il y a de très bons cadres. Il y a un très bon Premier ministre que je connais, qui est d'ailleurs un cousin à moi. Je pense qu'il y a plusieurs façons, encore une fois, d'aider son pays. On n'est pas obligé d'être dans ce genre de fonction. Et puis, l'histoire nous dira comment et quel rôle je pourrais jouer plus tard, en tout cas, pour aider mon pays. Alors, on va terminer cette émission. On m'a dit que vous êtes un passionné de football. On m'a même dit que vous avez un fils qui est, je crois, footballeur professionnel en France. Alors, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. 5 pays africains vont y participer. Comment vous voyez leurs chances dans... Bon, je pense que l'Afrique a de très bons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, le Nigeria sont deux pays. Le Ghana sont vraiment 3 pays qui ont, je dirais, les moyens d'aller le plus loin possible. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Je dirais, parmi ces équipes, quand même, mon cœur penche un peu plus pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Qui est votre deuxième pays. C'est mon deuxième pays. Je connais beaucoup de joueurs dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Drogba, je le connais très très bien parce qu'il a été formé au Mans, donc au centre de formation du Mans, comme mon fils. Que l'on appelle d'ailleurs là-bas le petit Drogba. C'est une ville que je connais bien. Voilà, donc en tout cas je leur souhaite bonne chance et je pense que ce sera une très très bonne Coupe du Monde, surtout au Brésil qui est un pays de football. Quel est le souvenir que vous garderez de la Côte d'Ivoire? Ah, il y en a beaucoup, hein. Je dirais, j'ai beaucoup aimé en tout cas les consultations que nous avons pu faire sur le genre à travers le pays pour écouter les femmes de Côte d'Ivoire, pour essayer d'apprécier leurs difficultés mais aussi l'espoir qu'elles ont en tout cas pour leur pays. J'ai eu à rencontrer des femmes extraordinaires, extrêmement dynamiques, des femmes leaders qui développent non seulement autour d'elles des activités rentables, mais aussi qui essayent de mobiliser d'autres femmes en tout cas pour jouer un rôle important au niveau de leur environnement, au niveau de la société. Ça, c'est un souvenir en tout cas qui me marque.
un souvenir qui me marque, mais qui est un souvenir, je dirais, en continu, c'est cet état d'esprit ambiant des Ivoiriens, qui est un état d'esprit toujours de gaieté, d'humour, un état d'esprit qui arrive à banaliser même les questions les plus sensibles. Et je pense que ça, c'est une qualité que l'Ivoirien il a, que l'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'emporterai avec moi. Merci, M. Madanital, d'avoir répondu à nos questions. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur le plateau de Parlons Franchement. Merci et à très bientôt. Merci à vous.